Et salut YouTube, ici c'est Hélène de Tarot et Potin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dédiée à la déesse grecque Athéna. À tout de suite. Dans la continuité des vidéos sur les divinités grecques, on se retrouve aujourd'hui sur la thématique de la déesse de la guerre, de la stratégie, etc., etc. On va le voir après avec Athéna. J'avais lancé comme ça un petit sondage sur Insta pour savoir sur quelle divinité je me concentrais. J'avais proposé Dionysos, Athéna et Aphrodite, et Athéna l'a remporté haut la main. À mon grand étonnement, je pensais que ça allait être Aphrodite, mais pas de panique, les autres viendront par la suite. Donc ici j'ai mis tout un petit étalement de cartes. Ces cartes viennent du Pythia Tarot. Celui-là c'est un jeu sur les divinités grecques justement, qui va illustrer un petit peu la vie d'Athéna à travers les différents personnages, parce que j'ai pas forcément de représentation d'Athéna, à part celle-ci qui fait partie du jeu, mais c'est pas une déesse qu'on retrouve dans beaucoup de jeux, contrairement à Hermès, qui lui, forcément, avec les jeux de Robert M. Place, etc., on le voit un petit peu partout dans le Magicien. Donc avant de nous embarquer dans des tirages avec Athéna, je te propose de te raconter un petit peu son histoire. Alors, on arrive au moment où Zeus vient juste de prendre le pouvoir après avoir renversé son père qui est Cronos. Comme bien souvent dans la mythologie grecque, une prophétie fait son apparition. Cette prophétie dit que sa première épouse Métis va donner naissance à une fille, puis à un fils qui détrônera Zeus. Donc là, Zeus, dans la panique, il va faire un acte un petit peu irréfléchi. Donc Métis, qui est la déesse de l'intelligence, de la ruse, mais aussi de la transformation, va être mise au défi par son mari. Zeus va lui demander de montrer l'étendue de ses pouvoirs, et notamment ses pouvoirs de transformation, de métamorphose. Donc bien sûr, celle-ci accepte et elle va se transformer en différentes formes, jusqu'à devenir tellement minuscule. Alors donc là, dans les récits, il y a soit une goutte d'eau, soit un insecte, soit une petite créature, bref, on sait pas trop. Moi, j'aime bien dire qu'elle se transforme en goutte d'eau. Zeus va tout simplement l'avaler. Voilà, tout est normal, il avale sa femme, tout va bien. Et donc plus tard, Zeus, il va être pris d'une douleur atroce à la tête. Donc il va faire appel à Héphaïstos, l'un de ses fils, pour que celui-ci le soulage. Et Héphaïstos, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui fendre le crâne en deux. Tout va bien. Nous, quand on a un mal de crâne, on prend des Doliprane. Les dieux, ils se pètent le crâne. Et donc de cette faille, va surgir une jeune femme, qui est déjà une femme, c'est pas un nourrisson, et cette femme apparaît donc adulte, casquée, armée d'une lance et d'un bouclier. Et donc c'est comme ça que naquit Athéna. Donc Athéna, elle a quand même cette sorte d'héritage double, si je puis dire, puisqu'elle va hériter de sa mère la prudence et la sagesse, et de son père, elle va hériter comme ça cette puissance un peu stratégique. Donc très vite, elle va devenir l'enfant préféré de Zeus, qui lui pardonnera toutes ses bêtises. On le verra un petit peu plus tard, tous ces actes qui ont mené à des conflits, on va dire. Et puis Athéna, c'est une déesse paradoxale, parce que c'est une femme qui exerce dans un domaine qui est réservé aux hommes, puisqu'elle va être la déesse de la guerre. Donc elle est différente d'Arès. Arès, c'est son frère, son demi-frère, qui est un dieu de la guerre. Mais avec Arès, on est plutôt sur une guerre brutale et sanguinaire, tandis qu'avec Athéna, on est sur une guerre maîtrisée, une guerre stratégique, dont les actes sont réfléchis. Et on le verra à la suite des événements, elle utilise énormément son intelligence pour remporter des batailles. Donc l'éducation d'Athéna, elle va être confiée par Zeus au dieu marin Triton. On est toujours dans la mythologie grecque et pas dans la petite sirène, je te rassure. Donc dans son palais, Athéna, elle va grandir aux côtés de la fille du dieu Triton qui s'appelle Pallas. Donc les deux jeunes filles deviennent inséparables, elles s'entendent super bien, elles s'entraînent même ensemble au combat, elles se mesurent l'une à l'autre, un peu comme des sœurs finalement, jusqu'au jour où pendant un duel amical, tout va basculer.
puisque je te l'ai dit, Athéna c'est la fille préférée, l'enfant même préféré de Zeus, et lors de ce combat amical, Zeus craint que sa fille soit blessée et il va s'interposer en levant son égide, et Pallas, un peu comme ça déconcentré pendant une fraction de seconde, va recevoir un coup d'Athéna et ce coup va l'atteindre mortellement. Elle va être blessée et elle va succomber à ses blessures. Donc c'est un accident, mais un accident qui est irréversible. Athéna, suite à cet épisode, va être anéantie. Et elle va donc décider, pour honorer la mémoire de son amie, de prendre un nouveau nom qui est Pallas Athéna. Bon, après, nous, on la connaît dans la mythologie sous le nom d'Athéna, mais logiquement, elle demande aux gens de l'appeler Pallas Athéna pour se souvenir de son amie. Donc Athéna, elle va quand même être réputée pour sa beauté éclatante, mais aussi pour son indépendance, puisque contrairement à beaucoup de déesses grecques, elle va refuser toute relation amoureuse et elle décide de rester vierge. Donc on va la compter comme ça parmi les 3 grandes déesses de l'Olympe qui veulent rester vierges. Donc il y a Athéna, il y a aussi Artémis et Hestia. Donc elle incarne quand même quelque chose d'assez rare dans la mythologie grecque, c'est que c'est une femme, mais une femme dont la puissance féminine ne va pas être définie par son pouvoir de séduction, comme on pourrait le voir avec Aphrodite, ou par sa maternité, comme on pourrait le voir avec Héra. Donc elle est vraiment connue comme ça pour sa puissance stratégique, sa capacité à mener des batailles, mais de manière très réfléchie, très stratège, et à aider les héros de la mythologie grecque, comme on va le voir après. Il y en a quand même un, finalement, qui va tenter sa chance. Je l'ai mis ici, c'est Héphaïstos, qui est le dieu forgeron, le maître des armes divines, puisqu'il va fabriquer comme ça des armes pour les dieux de l'Olympe. Et donc, il va fabriquer des armes pour Athéna également, et il ne réclame pas d'argent pour son travail, mais il est quand même épris d'Athéna, Héphaïstos, et lors de cet épisode, il va être pris d'un désir violent et il va tenter de la saisir. Donc Athéna va se débattre, va le repousser, elle est plus rapide que lui et elle parvient à lui échapper, mais dans la lutte, la semence d'Héphaïstos va tomber sur la cuisse de la déesse et Athéna, dégoûtée, s'essuie avec un morceau de laine qu'elle jette par terre. Et c'est là que le mythe devient un peu étrange. La laine va tomber sur la terre, et la terre, c'est qui? C'est Gaïa. Et donc, Gaïa va ainsi être fécondée de la semence d'Héphaïstos qu'Athéna a jetée par terre. Et donc, de cette union un peu étrange, va naître Éryctonios. Donc Gaïa, bien évidemment, ne va pas vouloir élever cet enfant, d'autant plus que Éryctonios, il est d'apparence étrange puisqu'il a une queue de serpent. Donc Athéna, qui ne l'a pas conçu, va tout de même décider de protéger l'enfant et elle va le placer dans un coffre pour le confier aux filles du roi Cécrops en leur demandant de ne pas ouvrir le coffre. Bon, je sais pas trop comment tu peux prendre soin d'un enfant sans le voir, mais on est sur la mythologie grecque. Donc évidemment, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont ouvrir le coffre, et ce qu'elles vont découvrir, va les apeurer, car Éryctonios, il n'est pas physiquement comme les autres, moitié humain, moitié serpent. Donc la vision est si terrifiante que les jeunes filles sont frappées de folie et vont se précipiter en haut de l'acropole. Athéna décide donc de récupérer l'enfant pour l'élever elle-même dans son temple, dans son sanctuaire. Donc elle va veiller sur lui, le protéger, l'éduquer, et certains finiront par croire qu'Athéna est la véritable mère de l'enfant. Ensuite, on arrive dans un épisode où les cités grecques commencent à se développer et chacune va chercher la protection d'un dieu de l'Olympe. Donc Zeus, pareil, il incite les dieux à choisir une cité dont ils seront le patron, on va dire, le protecteur. Ça leur permettra d'y être honorés, de recevoir des temples à leur effigie, de protéger les habitants, etc. Donc dans ce contexte, on a par exemple Arès qui choisit Sparte, par exemple, et au moment où c'est le tour de Poséidon et d'Athéna, ils vont choisir la même cité. Donc la ville, à l'époque, elle est dirigée par le roi mythique Cécrops. Je dis mythique parce que
C'est un souverain mi-homme, mi-serpent, et Cécrops, il est également considéré comme un roi civilisateur parce qu'il va instaurer le mariage, il va organiser la vie de la cité, et il va mettre fin à certaines pratiques archaïques, comme par exemple le sacrifice humain. Il va aussi donner le droit de vote aux femmes, etc. Donc c'est quand même un roi qui est assez connu. Donc face au conflit entre les deux dieux, Athéna et Poséidon, le roi va proposer une sorte de concours. Donc chaque divinité devra offrir un cadeau, devra faire un don à la ville, et le cadeau le plus utile déterminera qui est le protecteur officiel de la cité. Donc Poséidon va passer en premier, il va frapper le sol avec son trident comme ça et faire jaillir une source d'eau salée. Donc le dieu des mers, il est persuadé d'avoir impressionné les habitants puisque la mer va comme ça se répandre sur les terres qui étaient devenues arides. Il va aussi faire surgir le premier cheval, qui est symbole de puissance et de guerre. Mais Athéna s'avance et elle va planter sa lance dans la terre et faire apparaître le premier olivier. Donc c'est un arbre d'une valeur immense pour les Grecs, puisque déjà Athéna va promettre que les feuilles de l'olivier ne tomberont pas pendant l'hiver. Donc ça veut dire qu'à tout moment de l'année, cet arbre, il pourra nourrir les habitants grâce aux olives, il permettra de fournir de l'huile d'olive pour cuisiner, d'éclairer les lampes, de servir d'huile pour les corps des athlètes, etc. Et le bois de l'arbre pourra également être utilisé. Et puis surtout, les pousses d'olivier pourront être replantées à d'autres endroits de la ville, etc. Donc, autrement dit, cet olivier, il va représenter la prospérité durable, et donc les habitants vont juger que le don d'Athéna, c'est le cadeau le plus bénéfique pour la cité. C'est comme ça que la ville va prendre son nom, donc Athènes, en l'honneur de la déesse. Donc furieux d'avoir perdu, Poséidon, lui, il va provoquer des inondations tout autour du territoire. Et pour apaiser la colère de ce dieu, qui provoque des catastrophes marines, les Athéniens, ils vont prendre des décisions radicales. Donc déjà, les femmes vont perdre le droit de vote, puisque pour info, les hommes vont voter pour Poséidon et les femmes vont voter pour Athéna, mais les femmes étant plus nombreuses, c'est comme ça qu'Athéna va remporter le concours. Donc plus de droit de vote pour les femmes, les enfants ne porteront plus le nom de leur mère, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, aujourd'hui on a le choix, mais c'est pour ça que pendant très longtemps, le nom d'un enfant était le nom du père, et les femmes ne seront plus non plus appelées des Athéniennes. Donc à partir du moment où Athéna va devenir la déesse d'Athènes, elle va commencer à incarner la protection des villes civilisées, donc elle va protéger les murailles, les lois, organiser la cité, et elle va représenter aussi la stratégie militaire. Donc c'est quand même un premier signe de son intelligence ici, puisqu'elle a réfléchi à long terme et elle a réussi comme ça à remporter ce concours. Donc elle est la guerre intelligente, à l'opposé de la violence brute d'Arès, comme on l'a vu tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on la représente souvent casquée, armée, mais aussi calme et réfléchie. On a un symbole d'Athéna, c'est cette chouette qui représente cette forme de sagesse qu'on lui connaît bien. Donc là où elle va vraiment être fascinante aussi, c'est dans son rôle de guider les héros. Elle ne combat presque jamais directement, Athéna, mais elle va donner les moyens de vaincre à différents héros. Donc c'est pour ça que je les ai mis ici. On a Héraclès, on a Persée, qu'elle va aider dans son combat contre la Gorgone Méduse, et on a aussi Jason dans sa quête pour la toison d'or. Elle va aussi aider Prométhée à un moment donné, à Prométhée qui va s'introduire dans l'Olympe grâce à Athéna pour voler le feu sacré qu'il remettra aux hommes. C'est pour ça qu'il sera notamment pas sacrifié, parce que il va être comme ça prisonnier, et chaque jour cet oiseau, cet aigle va venir manger son foie qui va se régénérer à chaque fois, et donc il souffre le martyr Prométhée. Et comme je te le disais tout à l'heure, Athéna, qui est l'enfant préféré de Zeus, elle va pas être punie pour l'avoir fait introduire dans l'Olympe. Donc pour tuer la Gorgone, par exemple, sans être pétrifiée, Persée doit éviter son regard. Donc Athéna, elle va intervenir pour aider Persée, qui est un enfant de Zeus. Donc à la demande de Zeus, elle va aller lui donner des objets qui permettront d'aider Persée dans sa quête. Donc elle va notamment lui donner les sandales d'Hermès,
pour se déplacer rapidement et même voler pour éviter Méduse. Elle va lui fournir également un bouclier, son bouclier, qui est poli comme un miroir, dans le but de voir Méduse à travers le bouclier et donc d'éviter son regard qui transforme quiconque la regarde en pierre. Donc on y voit là aussi une intelligence fine, une stratège. C'est qu'un détail, mais ces détails montrent le fait que la victoire ne vient pas forcément de la force, mais de l'intelligence et de la ruse. Donc Athéna, comme je disais, elle va comme ça aider beaucoup de héros, et donc elle va, au-delà de la déesse de la guerre et de l'intelligence stratégique, devenir la déesse qui représente ces héros, qui accompagne l'intelligence humaine face au chaos. Plus tard, Athéna, elle prendra parti également dans la célèbre guerre de Troie, une guerre qui durera 10 ans, et elle va prendre notamment le parti des Grecs. On le verra un peu plus pourquoi dans la vidéo que je consacrerai à Aphrodite. Elle va notamment inspirer à Ulysse cette idée du cheval de Troie qui va permettre aux Grecs de s'introduire dans la cité troyenne qui est réputée pour être une cité imprenable, disons-le clairement. Et en fait, ce cheval, il n'est pas présenté comme une machine de guerre, mais plutôt comme une offrande sacrée pour Athéna. Et donc, c'est pour ça que les Troyens ne vont pas s'inquiéter, entre guillemets, de ce qu'est cet objet, puisqu'ils ne veulent pas offenser Athéna, et donc c'est comme ça que la cité troyenne va tomber. Athéna, c'est aussi la déesse des arts utiles, notamment du tissage, qui est à l'époque un savoir essentiel pour une cité. Et donc un jour, il y a une jeune tisseuse qui va apparaître, qui s'appelle Arachné, et Arachné, elle a un talent exceptionnel pour le tissage. Ses étoffes sont si belles que les gens viennent de loin pour les admirer, sauf qu'Arachné va commettre une erreur irréparable que les Grecs considéraient comme extrêmement grave, qui s'appelle l'hybris. Donc l'hybris, c'est un petit peu l'orgueil que peuvent avoir les hommes face aux dieux, puisque Arachné va affirmer qu'elle tisse aussi bien qu'Athéna, voire mieux qu'elle. Donc Athéna, bien sûr, elle entend ce que dit Arachné, elle va décider de lui rendre visite, mais sous l'apparence d'une vieille femme. Et donc elle conseille à Arachné de retirer ses paroles, mais la jeune tisseuse, qui est très orgueilleuse, refuse et répète qu'elle n'a rien à envier à la déesse. Donc Athéna va révéler alors sa véritable identité, et il y a un concours qui va naître entre les deux femmes, entre la femme et la déesse, un concours de tissage. Et donc la tapisserie d'Athéna va représenter, il me semble, la puissance des dieux et les châtiments qui sont infligés aux mortels qui sont arrogants. Petit message subliminal pour Arachné. Et l'humaine, elle va, créer un tissage magnifique qui va montrer les fautes et les tromperies que font les dieux. Et donc ça va pas plaire du tout à Athéna, puisque je crois que le tissage d'Arachné va notamment représenter les ruses de Zeus. Donc même si techniquement la toile elle est irréprochable, Athéna va être furieuse, elle va déchirer l'ouvrage d'Arachné et la frapper. Donc humiliée et désespérée, Arachné, trigger warning, va tenter de mettre fin à ses jours par pendaison. Donc à ce moment-là, Athéna, elle va être prise de remords et elle va décider de transformer la jeune femme plutôt que de la laisser mourir. Donc elle va la transformer en araignée. Et donc c'est ainsi que naquit l'animal qui porte toujours ce nom aujourd'hui, l'arachnide. Donc Arachné, elle va être condamnée comme ça à, pour l'éternité, faire ce qu'elle faisait déjà dans sa vie humaine, c'est-à-dire à tisser. Donc voilà, je trouvais ça important aussi de souligner cet aspect-là d'Athéna, parce que même si elle reste une déesse qui est globalement assez réfléchie et calme, on voit que, comme beaucoup des dieux et des déesses, elle a des défauts, et ce jour-là, elle n'a pas réussi à maîtriser sa colère. Alors, si je devais revenir sur un épisode où justement Athéna n'a pas réussi à maîtriser sa colère, ça serait l'épisode avec Méduse. Donc au départ, Méduse, ce n'est pas un monstre, c'est une jeune femme qui est extrêmement belle et qui est justement célèbre pour ses cheveux magnifiques.
Elle est même parfois décrite comme une prêtresse d'Athéna, sauf qu'un jour, le dieu des mers Poséidon, décidément Athéna elle a beaucoup de conflits avec Poséidon, il va désirer Méduse. Et donc, bon, selon les versions racontées, on a plusieurs détails qui diffèrent, mais trigger warning, Poséidon va Méduse dans un temple justement qui est consacré à Athéna. Et donc Athéna, furieuse de voir son sanctuaire profané, ne va pas punir Poséidon, qui n'est autre que son oncle, hein, puisque Poséidon c'est le frère de Zeus, mais elle va punir Méduse. Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va transformer la chevelure de Méduse en serpent. Ça va lui donner comme ça un regard qui pétrifie quiconque la regarde, et c'est ainsi que naît la gorgone Méduse. D'ailleurs, même si sur le moment elle ne tue pas Méduse, c'est quand même elle qui va aider Persée dans sa quête pour couper la tête de Méduse, et puisque c'est elle, on a vu, qui va donner les armes à Persée, lui permettant de mener sa quête à bout. D'ailleurs, Persée, il va offrir la tête de Méduse à Athéna, et elle va fixer, Athéna, la tête de Méduse sur son bouclier, ce qui va donner une arme protectrice, on va dire, capable de pétrifier tous ses ennemis. Et donc pendant longtemps, les Grecs vont voir en Athéna la déesse de la sagesse, de la stratégie, de la civilisation, et contrairement à d'autres dieux, Athéna ne va pas chercher la domination par la force, mais plutôt par l'intelligence. Donc comme on l'a vu, elle va protéger les cités, elle va guider les héros dans leur quête, et elle va transformer les situations les plus dangereuses, on va dire, en victoires possibles. Mais les mythes, voilà, ils nous rappellent quand même, hein, notamment avec l'histoire de Méduse, mais aussi d'Arachné, qu'Athéna n'est pas parfaite, elle peut se montrer sévère, orgueilleuse ou implacable. Et comme beaucoup de divinités grecques, elle reflète les tensions humaines entre la raison, le pouvoir et l'orgueil. Donc je trouve que c'est une déesse fascinante quand même. Moi je suis admirative de cette divinité, et moi je m'en sers notamment pour mon poste, mon rôle on va dire de manager, puisque ça me permet de rester calme parfois face à des situations complexes, de toujours réfléchir avant de réaliser des actes, avant de... Ça permet vraiment de peser mes mots aussi quand je peux parfois être agacée d'une certaine situation. Et puis Athéna, il faut pas se le cacher, elle impose le respect de par son calme et son intelligence. Hein. Elle n'est pas dans le feu de l'action comme pourrait l'être Arès. Donc si on devait lui donner des signes distinctifs à Athéna, on le voit hein, sur cette carte, très bien représentée, elle est souvent accompagnée de son bouclier, orné de la tête de Méduse, d'un casque et d'une sorte d'épée ou de glaive, on ne sait pas trop. Souvent c'est la chouette qui lui est associée. D'ailleurs, moi c'est vraiment comme ça que je l'ai. Elle a souvent soit une épée, soit une lance, son casque, sa chouette et puis son bouclier orné de la tête de Méduse. Elle pourrait aussi être associée à l'olivier, aux olives, à l'huile d'olive, puisque on a vu que c'est comme ça qu'elle est devenue la protectrice de la cité d'Athènes. Si je devais lui associer des éléments astraux, je la verrais plus en un mélange de Vénus et de Mercure. Mais sinon, je la verrais bien dans le signe de la Balance. D'ailleurs, le 2 d'épée lui va très bien, parce que c'est une carte de réflexion, d'intériorité comme ça, avant de se manifester dans le concret. La reine d'épée, bien évidemment, lui va très très bien aussi, dans sa manière de juger, d'essayer d'être impartiale aussi, tout en ayant une touche comme ça féminine, puisque elle est quand même réputée pour sa beauté également. On le verra un petit peu plus dans la vidéo associée à Aphrodite. Et puis il y a aussi quand même un peu de la justice hein, avec Athéna, peut-être parfois une justice mal aspectée quand elle est comme ça un peu impitoyable, quand elle est sévère, notamment on l'a vu avec avec Méduse qui va prendre à la place de Poséidon. Hein. Donc c'est des éléments comme ça que je pourrais lui associer. Donc après, pourquoi est-ce qu'on peut l'invoquer? Moi, c'est vrai que je te le disais, je l'utilise pas mal pour mon rôle, entre guillemets, de manager, mais elle peut être pas mal aussi quand on doit passer un concours, une compétition ou un examen, parce que c'est vrai que dans sa façon dont elle a aidé les héros, ça fait écho. Dans le monde moderne, hein, ce genre d'événement peut
peut vraiment correspondre entre guillemets à la façon dont elle a aidé les héros dans leur quête. Quand on a besoin de faire preuve de leadership, quand on est au cœur d'un conflit peut-être et qu'on a pour souhait d'apaiser des tensions, de résoudre un conflit sans que ce soit tout de suite dans la confrontation. Hein, on l'a vu puisque Athéna, elle aime analyser, elle aime arbitrer, elle aime trancher, mais avec équité, et elle a toujours ce désir de comprendre, de se mettre à la place d'eux, tu vois. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas non plus dans la revendication très active, etc. Ce que je te propose maintenant, c'est d'aller se connecter à l'entité d'Athéna pour aller essayer de discuter avec elle, d'apprendre à la connaître davantage. Moi, j'adore ce genre de tirage. Et c'est un duo un peu inattendu qui a voulu venir travailler avec Athéna. On va dire un duo improbable. Alors, pour éviter de m'éparpiller, je vais ranger tout de suite. Tu m'excuseras. Hop. Voilà. Et donc, il y a bien évidemment le Autrician Tarot qui a voulu venir. Lui, je pense que ça va devenir un jeu de référence pour travailler avec les divinités grecques, même si je l'utilise pas que pour ça, j'avoue. En ce moment, je l'aime beaucoup. Enfin, en ce moment, il vient d'arriver, mais du coup, il passe beaucoup de temps avec moi. Et en fait, il a voulu venir avec le Indigo de Chine. C'est surprenant et pas tant que ça à la fois. Hop. Parce que le Indigo de Chine, je me souviens qu'il s'était présenté à moi comme étant un jeu très porté sur la tradition. Alors, j'ai pas beaucoup de lumière. Ouais, un jeu très porté sur la tradition, énergie impériale, tu vois, et je trouve qu'il a une énergie très balance en fait. Donc, finalement, c'est peut-être pour ça qu'il... Et en fait, étonnamment aussi, je m'étais dit, mais ils vont pas aller ensemble ces jeux, mais en fait, je trouve qu'ils matchent quand même bien ensemble, malgré le fait que ce soit des jeux très différents. Est-ce que je peux faire un zoom? Voilà. Tu vois, les personnages, je trouve qu'ils dégagent quelque chose qui finalement, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Même si, attention, on n'est pas du tout sur les mêmes types de dessins, je te l'accorde. Je sais pas. Ça match. Donc écoute, trêve de blabla. On va aller tirer les cartes. Il y a ma petite Athéna, hop, qui va venir ici avec nous. Et c'est parti. Alors, c'est parti. J'essaie de modifier un petit peu la lumière là. Hop. Je mets un petit peu d'huile de mercure. En général, j'aime bien soit mettre ça, soit mettre de l'eau de Floride. Et c'est parti. Donc la première question que j'avais envie de poser à Athéna, c'est un peu le même principe qu'avec Hermès. J'ai envie d'aller lui demander quelle est sa plus grande qualité. Donc, Athéna, quelle est ta plus grande qualité? Alors, quelle est ta plus grande qualité? Waouh, le monde. Le monde. Et on va compléter avec l'indigo. Quelle est ta plus grande qualité? La reine de coupe, waouh, 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 incroyable. Alors, ce que ça me dit comme ça, c'est que sa plus grande qualité à Athéna, c'est d'avoir une empathie pour le monde. Il y a aussi une sorte de responsabilité envers le monde. Elle se sent responsable de veiller à ce que le monde fonctionne, s'entende bien, qu'il y ait une sorte de éviter que le monde parte en vrille. Tu vois, et c'est peut-être lié au contexte actuel.
Alors après, attention, on a chacun nos croyances, etc. Moi, je te parle de ce que je ressens, de ce qui me vient. Libre à toi de pas être d'accord. Il y a une idée d'être la mère de ce monde. En plus, là, on l'a. La mère. La mère, le soin, la tendresse. Donc, il y a une idée comme ça de vouloir préserver, prendre soin le monde et d'éviter que tout parte en vrille. Elle est très aimante, en fait, derrière sa dureté. Il y a énormément de tendresse et d'amour pour les gens. C'est quand même fou parce que c'est pas du tout la facette qu'elle nous renvoie quand on l'étudie, etc. Hein, on l'a vu. Hein. Elle fait justement abstraction de toute relation. Peut-être justement parce qu'elle est bien trop préoccupée par ce que peuvent ressentir les gens et elle veille justement à cette bonne entente entre les gens. Et quand je te parlais de contexte, bah, je pense qu'elle est pas au top en ce moment parce qu'elle souhaite justement préserver cette paix, cette unité des personnes. Et c'est pas anodin comme ça, ce personnage qui porte le monde à bout de bras. Je pense qu'en ce moment, elle a beaucoup de travail et qu'elle essaie de justement préserver cette prospérité, mais c'est compliqué. C'est compliqué et elle a tendance à prendre beaucoup sur elle. Sa plus grande qualité, est-ce que c'est pas le fait d'avoir renoncé justement à l'amour pour pouvoir penser aux autres et préserver l'amour de tout un chacun. Tu vois ce que je veux dire? Donc sa plus grande qualité, je dirais que c'est l'empathie. Moi, ça me parle d'empathie, hein, puisque la reine de coupe, voilà, celle qui prend soin des autres. Une capacité à faire passer le besoin des autres avant le sien. Maintenant, on va essayer d'aller voir quel est son plus grand défaut. Hein. J'aime bien souvent faire ça pour les dieux parce que tu vois, on est souvent surpris en fait. Quel est son plus grand défaut? Allez, je sais que t'aimes pas trop montrer tes défauts, toi, mais... Quand je te disais que le 2 d'épée, c'était Athéna, et ben apparemment, ici, il ressort comme un défaut. Oh bah. Eh ben. Eh bien, je dirais qu'elle est quand même fortiche. Parce que je pense qu'elle arrive à cacher, à faire passer en fait sa sensibilité, sa grande sensibilité, pour des actes réfléchis. Je pense que parfois, derrière son côté très tout est planifié, tout est préparé, etc. En fait, elle fonctionne beaucoup à l'instinct. Elle est parfois dans l'incertitude de ses décisions, de ses choix, de ses actions. Et elle arrive à faire passer ça un petit peu pour de la sagesse. Hein, il y a beaucoup de sagesse aussi dans ce 2 d'épée. Alors qu'en fait, parfois, c'est juste une incapacité à décider, à faire des choix, à choisir une direction. Et elle cache ça quand même derrière beaucoup de stratégies, etc. Donc ici, ça peut également traduire, hein, donc au-delà d'une incapacité à faire des choix à cause d'une hypersensibilité, elle aura tendance, du coup, à se couper de ses émotions pour devoir faire des choix stratégiques. Parce que le 2 d'épée, c'est aussi ça, hein, dans le tarot Rider-Waite-Smith, on l'a souvent avec un bandeau sur les yeux, etc. Et on y voit la mère derrière, donc ça laisse sous-entendre qu'il y a une grande part émotionnelle dans nos décisions et dans nos choix. Ici, on a quand même tiré le valet de coupe, alors que dans sa qualité, on avait une reine de coupe. Et donc, en fait, je pense que il y a son côté très, alors c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, mais il y a un côté très féminin qui ressort chez elle, et donc très émotionnel, qui est indéniable, et c'est à son avantage, c'est ce qui la différencie d'Arès par ses actes réfléchis, etc.
mais on voit quand même que ce côté très émotionnel chez elle lui fait défaut et que c'est pour ça que parfois elle peut être radicale dans ses décisions, sévère dans ses jugements, parce que pour conserver son titre, elle est obligée de se couper de ses émotions. En plus, on le voit là, ça fait c'est limite si ses épées, si elle agissait pas comme des ciseaux. Elle est obligée de couper avec ses émotions pour devoir faire des choix plus rationnels, plus logiques. Et moi, j'y vois là un moyen de garder cette facette d'elle-même qui, en tant que déesse de la guerre quand même si c'est une guerre stratégique, elle, sa part féminine ne doit pas lui faire défaut. Et donc parfois, c'est pour ça qu'elle pourra être sévère dans ses jugements. Parce qu'elle se coupe de ses émotions, parce qu'elle se coupe de ce que peuvent ressentir les gens. Alors c'est très ambivalent parce qu'on l'a vu, que son empathie, c'est ce qui faisait d'elle sa force, mais qu'à contrario, peut-être parce qu'elle se sent aussi en compétition vis-à-vis d'Arès, etc., et parce qu'elle est quand même entourée de pas mal de dieux, c'est-à-dire de masculins, même si dans les 12 dieux de l'Olympe, on a des femmes, je pense que c'est l'une des femmes qui a le rôle le plus important parmi les hommes. Donc je pense qu'elle se met pas mal en compétition sur, enfin vis-à-vis de ses frères et sœurs et de ses oncles, etc. Et que parfois elle s'oblige à faire preuve de dureté alors que c'est pas vraiment elle. Tu vois ce que je veux dire? C'est très très intéressant. Ensuite, la troisième question que j'aime bien poser, c'est de quelle manière est-ce qu'elle va influencer les hommes? Alors c'est les hommes avec un grand H, hein, l'être humain, on va dire. Même si on étudie le personnage, c'est vrai qu'on peut toujours avoir des réponses surprenantes. Donc de quelle manière est-ce qu'elle va influencer l'homme, l'humain? Ok. Je sais pas pourquoi j'ai envie de regarder cette carte au dos. C'est un roi d'épée. Un roi d'épée. Je sais pas pourquoi il a eu envie de se montrer. Ah! Elle nous influence sur les émotions, hein? N'est-ce pas? Et c'est marrant parce qu'au dos, j'ai deux figures hyper rigides ici. C'est marrant quand même. J'ai un roi d'épée et un empereur en dos des jeux. Non pas que je les utilise parfois, mais... Alors, j'ai ici un 4 de coupe et un 7 de coupe. Et donc ici, c'est marrant parce que on a quand même deux cartes de réflexion. Enfin, je trouve que là, elles ont des dimensions réflexion, entre guillemets. Puisque le 4 de coupe, on va être sur le fait de prendre du recul sur ses émotions, d'étudier une situation sans prendre en compte ses émotions ou entre guillemets en faisant en sorte que les émotions soient neutres. Et ici, avec le 7 de coupe, on est sur le choix des possibles. Qu'est-ce qui va se passer si je choisis cette action? Qu'est-ce qui va se passer si je choisis celle-ci? Et celle-ci, et ainsi de suite. Et en fait, je pense pas que ce soit anodin qu'ils aient voulu se montrer, ces deux-là. On a deux cartes de stratégie, ici. Un roi d'épée, un empereur, c'est clair qu'on est sur le stratège, le décisionnaire, celui qui fait figure d'autorité aussi. Et donc je pense qu'elle influence l'homme dans sa manière d'agir de façon réfléchie, de façon assez carrée, plutôt que de s'éparpiller, mais elle nous invite à nous projeter tout en faisant abstraction des émotions passagères en fait, tu vois. Elle invite au contrôle, hein. Ok, on laisse de la place aux émotions, mais c'est pas à elles de nous contrôler
ou du moins de contrôler nos agissements, nos actions, etc. Donc je dirais que c'est comme ça qu'elle influence l'homme. Elle a une capacité à nous donner un certain apaisement des émotions avant d'agir bêtement, sans réfléchir. Tu vois, on n'est pas dans la hâte là. On est vraiment dans le fait de se poser, de se retrouver plus ou moins avec soi-même, de se couper du monde avant d'y accéder de nouveau. Je sais pas trop si c'est clair, mais elle met en avant aussi, je pense, avec ces deux cartes-là notamment, le fait que chacune de nos actions va pouvoir influencer les autres. Et elle nous met en garde contre ça, parce qu'une fois que la machine est lancée, ça peut être difficile de la stopper, et puis après, il va falloir assumer les conséquences. Et en fait, je pense qu'elle influence l'homme aussi de cette manière-là, c'est-à-dire elle nous met en garde contre les conséquences de nos actions, mais surtout aussi de devoir les assumer derrière. Hein, tu vois, si on regarde ce roi d'épée là, il tient le manche d'une épée dans une main, donc on ne sait pas où elle va après cette épée, mais elle est hors de notre portée, et elle nous revient comme un revers de bâton ici, et elle peut nous couper parfois. Donc pour moi, c'est en cela qu'elle vient nous dire attention, si tu fais ça, après derrière t'assumes, même si tu récoltes les pots cassés entre guillemets. Donc ouais, elle est pas toute douce hein, cette Athéna, et elle est, je sais pas si j'arriverai à la qualifier comme ça dans un mot, mais elle nous responsabilise, et c'est un peu le parent qui gronde l'enfant en disant mais tu peux pas faire ça parce que derrière tu sais pas ce que ça implique en fait. Voilà, maintenant j'ai envie de lui demander euh, quelle est selon elle l'erreur la plus fréquente chez les humains? Quelle est selon toi, Athéna, l'erreur la plus fréquente chez l'homme? On a 8 de coupe ici. Avec un 5 d'épée. Et alors là, bon, on se fait encore une fois piquer hein, parce que ces deux cartes là, ce duo, c'est comme si elle nous disait l'erreur la plus fréquente chez l'homme, c'est d'être guidé par ses ambitions et par l'orgueil de façon démesurée, et plutôt que par ce qui, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si elle me disait là, la vie prend, la vie pardon vaut la peine d'être vécue lorsque l'on accorde de l'importance aux autres plutôt qu'à soi-même. Tu vois, elle nous dit l'erreur la plus fréquente chez l'homme, c'est de se faire passer en premier plan. Ouais, il y a de ça. Et quand les ambitions sont tellement démesurées qu'on va être focalisé sur la victoire, quitte à sacrifier les choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Parce que le 8 de coupe, c'est ça, c'est accorder de l'importance à ce qu'on aime, c'est entretenir des liens, des relations. Et avec ce 5 d'épée, c'est comme si l'orgueil prenait plus de place, et en plus, tu vois, le personnage tourne le dos à ça, et c'est comme si l'homme tournait le dos aux siens, aux relations et aux personnes qu'il affectionne, mais également à ses valeurs, à ce qui fait de lui un être humain. Il a tendance à oublier ça par ego, par orgueil, par besoin d'atteindre ses objectifs. Et donc au final, une fois qu'il aura, parce que lui, il va réussir hein, son objectif, il va se rendre compte de ce qu'il a perdu en chemin, mais il pourra pas forcément le récupérer. Et donc c'est comme si elle nous disait, là encore, tu sais, c'est par exemple les gens qui courent après un objectif, et
Et une fois qu'ils ont atteint cet objectif, bah, ils se rendent compte qu'ils ont personne avec qui le partager. Ils se rendent compte que le temps qui a été perdu, il est pas rattrapable, que la relation qui a été brisée, perdue en cours de route, il s'en rend compte à la fin de sa course, mais la personne a déjà tourné la page sur lui et donc ça va pas être possible de réparer cette relation. Donc il y a un lien comme ça qui met en corrélation les relations de l'être humain avec ses ambitions, avec son ego, son orgueil. Ouais, il y a vraiment de ça et c'est un petit peu, ben, si je devais prendre une figure mythologique, tu vois, c'est cette guerre de Troie qui est menée soi-disant au nom de l'amour, alors qu'au final, il s'agit simplement d'une conquête de territoire et d'un ego qui demande justice, en fait, vengeance, tu vois. Et c'est un peu ça qu'elle nous donne à travers ces deux cartes. Donc c'est très intéressant, comme d'habitude. Maintenant, j'ai envie de lui demander, bon ça c'est un peu personnel quand même, j'avoue, parce que moi je l'utilise comme ça, mais j'ai envie de lui demander qu'est-ce qu'un bon dirigeant selon toi, Athéna? Qu'est-ce qu'un bon dirigeant selon toi? Alors moi, tu sais, je suis pas du tout politique, hein, donc je vais le prendre dirigeant sans forcément penser à de la politique. Hein. Qu'est-ce qu'un bon dirigeant selon toi? Oh bah, c'est celle-là qui a voulu venir. Eh ben, encore une fois. Et ben voilà. Ça fait écho à notre notre dernière question là, sur les erreurs humaines. Qu'est-ce qu'un bon dirigeant selon toi? Bah c'est assez simple comme réponse finalement, parce que selon elle, un bon dirigeant, c'est une personne qui est capable de sécuriser justement les relations, qui est capable de faire vivre en harmonie tout type de personnes, aussi différentes soient-elles. C'est quelqu'un qui est capable d'apporter une sécurité matérielle, qui est capable de prendre soin de l'environnement aussi. Donc là, bon, si vraiment on devait parler d'un dirigeant du monde ou d'un pays, c'est quelqu'un qui prend en compte toutes les ressources au-delà des ressources matérielles. Au-delà de l'argent, c'est quelqu'un qui prendrait soin de la planète, par exemple. C'est quelqu'un qui attacherait de l'importance aux inégalités de conditions de vie. J'allais dire de salaire, mais de conditions de vie, parce que la reine de denier, pour moi, c'est celle qui est capable de distribuer de manière équitable, tu vois. On sait que sur ce 8 de coupe, c'est comme si toutes les coupes étaient entremêlées. Donc je dirais qu'un bon dirigeant, selon elle, c'est quelqu'un qui accorderait de l'importance aux personnes un peu plus pauvres, même si les dirigeants d'aujourd'hui nous disent que les pauvres n'apportent rien à la société, elle leur trouverait une utilité, tu vois. Un bon dirigeant, selon elle, c'est quelqu'un qui est capable aussi de faire, pas de faire abstraction du matériel, mais parce que non, pas du tout avec la reine de denier, mais c'est quelqu'un qui est quand même qui place l'humain au cœur de ses décisions. C'est quelqu'un qui reverrait, ouais, j'y vois bien là, qui reverrait les statuts de chaque personne, enfin, tu vois, qui reverrait les classes sociales, des choses comme ça, qui ferait en sorte qu'il existe moins de différences entre les classes sociales pour pas que ce soit marqué. Et c'est quelqu'un qui attacherait beaucoup d'importance à l'unicité et pas à la division. Ouais, c'est chouette, je sais pas trop si j'ai autre chose à ajouter. Je suis curieuse de voir quand même ouais, tu vois ce qu'on avait au dos. On a encore ce monde au dos. Donc tu vois, c'est quelqu'un qui ferait en sorte qu'il y ait moins d'exclus de la société. Euh, c'est quelqu'un qui ferait en sorte qu'il y ait moins de combats, oui, c'est sûr, mais qui ferait en sorte que les uns ne se montent pas contre les autres. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que j'avais cette sensation d'unicité. C'est quelqu'un qui donnerait des objectifs communs à tous.
qui prendrait vraiment tout le monde en considération. Parce que même si la reine de denier, elle est attachée à l'aspect matériel, il y a quand même un côté très maternant chez elle et très sécurisant. C'est très 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 joli. Bah moi je te prends comme présidente. Et est-ce qu'on n'y verrait pas là aussi qu'un bon dirigeant pour elle, c'est une personne qui a aussi un aspect féminin assumé? Est-ce que ça devrait pas être une femme? On ne sait pas d'ailleurs, hein. Mais il y a quand même un côté aussi très féminin chez la reine de denier. Pour moi, c'est celle qui se rapproche le plus parmi les 4 reines de l'impératrice. Intéressant. Donc j'ai envie de lui poser une dernière question et puis après je pense qu'on s'arrêtera là, pardon, pour aujourd'hui. Je suis désolée, je suis encore en digestion. Alors, je vais lui demander quelle est la qualité que l'homme devrait cultiver davantage. Selon toi, quelle qualité l'homme devrait cultiver davantage? Quelle est la qualité que l'homme devrait cultiver davantage? Un 5 d'épée. Eh bien, je crois qu'elle nous donne quasiment toujours, si je me trompe pas, des épées et des coupes, hein. C'est un truc de fou, hein. J'ai l'impression qu'il y a quasiment que ça. J'ai ça en dos de deck, hop. C'est quand même un message super, enfin, moi je le trouve magnifique, mais tu me diras ce que t'en penses. Parce que le 5 d'épée, notamment dans le tarot de Marseille, c'est une carte quand même de courage, parce que c'est une carte qui nous dit qu'il va être nécessaire d'affronter soit des situations complexes, internes ou externes. Et la carte de l'As de coupe, c'est comme si elle nous disait: l'homme prend les émotions comme une faiblesse, alors que pas du tout. Je pense qu'elle essaye de nous dire là que le cœur, c'est l'une des plus grandes forces stratégiques, alors que l'homme a tendance à le prendre comme une faiblesse. Ici, on reconnaît bien son côté assez stratège, lucide, réfléchi, etc. Et elle, du coup, elle incite l'homme à faire preuve de courage face à l'amour, euh, en, en ouvrant davantage son cœur aux autres, parce que autant c'est facile de l'ouvrir avec ceux qu'on aime, mais c'est pas forcément facile de l'ouvrir avec ceux qui nous sont indifférents. Et je pense qu'elle vient marquer ici que l'homme est, est peut-être trop indifférent face à plein de choses qui se passent dans le monde, parce qu'il est auto-centré, soit sur lui-même, soit sur ses propres problèmes, alors qu'il y a peut-être, oui, on a tous des problèmes, mais il y a peut-être d'autres qui ont des problèmes beaucoup plus grands que le nôtre, et qu'on a tendance à un petit peu se lamenter sur notre sort, alors que si on s'entraidait chacun les uns les autres, tout nous paraîtrait peut-être plus facile. Donc ça, oui, c'est dans un monde utopique, des bisounours, etc. Mais il y a quand même ici la suggestion qu'il est nécessaire de faire preuve de force mentale pour affronter des conflits, on va dire, qui pourraient être résolus, voire inexistants, si chacun s'entraidait, si chacun ouvrait un peu plus son cœur à l'autre, si chacun prenait l'autre en considération, même par des petites actions qui seraient menées dans le quotidien.
Elle incite aussi à faire preuve de discernement dans nos actions. Ça, c'est un petit peu ce qu'on avait vu tout à l'heure quand elle nous parlait, je crois, des erreurs que l'homme pouvait commettre. Ces deux cartes, là, en toile de fond, on a un 8 d'épée et un valet de denier. Je sais pas trop si elles ont quelque chose à nous dire. Ouais, je pense qu'elle vient nous dire quand même qu'on pourrait, que si chacun y mettait la main à la pâte, on pourrait comme ça démêler des choses ensemble de façon plus, enfin, avec plus de cohésion, de choses comme ça. C'est comme si en fait elle nous disait que l'homme était un peu trop centré sur les problèmes du quotidien, alors qu'il y a des problèmes probablement beaucoup plus importants qui concernent le monde et dans lesquels ça demanderait plus d'unicité, plus de considération envers les autres. Donc voilà pour Athéna. Au-delà de son aspect voilà, stratège, intelligence, etc., on voit que derrière tout ça, il y a quand même beaucoup d'intelligence émotionnelle. Elle est dure quand même, on le voit à travers les tirages, elle nous juge quand même de façon pas anodine, je trouve. Elle nous rend un peu petits, j'ai l'impression, mais elle a une grande confiance en l'être humain. Ça, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Et donc, si elle devait nous donner une leçon, Athéna, ça serait quoi? Ça serait avec sa sagesse là, ça serait de réfléchir avant d'agir, à voir plus loin que la bataille immédiate, à choisir de vrais combats, je pense. Hein, moi, je dis toujours, dans le travail, quand tu sais, t'as une succession de choses à faire et que qu'il y a des choses qui viennent polluer un petit peu ton quotidien. Je dis souvent, moi je choisis mes batailles parce qu'à un moment donné, tu peux pas tout mener de front, c'est pas possible. Et donc choisir ses batailles, ça a son importance. Comprendre aussi que les plus grandes victoires se gagnent parfois par l'intelligence et par l'esprit plutôt que par la force et par la colère, par les émotions qui nous envahissent, par ego, des choses comme ça. C'est des éléments qu'elle a beaucoup ressortis aussi. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que toi tu ressens d'Athéna, est-ce que tu t'en sers au quotidien? Et puis si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit pouce, ça me fera toujours plaisir. En tout cas, moi je prends mon pied à chaque fois en tournant ce genre de vidéo parce que c'est un moyen pour moi de parler un petit peu de ce que je connais sur ces divinités-là. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai oublié de te parler du livre que j'utilise beaucoup. Hop. Donc ça, c'est un de mes livres qui est vachement chouette sur la mythologie. Alors il s'inspire quand même beaucoup plus de la mythologie plus ancienne, mais il est vachement bien fait parce qu'en fait c'est un livre qui raconte la mythologie grecque, mais de façon un petit peu narrée. Donc t'as pas l'impression de lire un livre d'histoire un peu soporifique, etc. parce que on est vraiment plongé dans l'histoire des personnages et on arrive facilement à imager ce qui est raconté dans chacun des mythes. Donc c'est vraiment sympa. Donc c'est un livre de Jeremy Haim qui s'appelle l'histoire de la mythologie grecque. Donc voilà. De toute façon, j'avais prévu de t'en parler sur une de mes vidéos YouTube nouveautés, mais si jamais tu passes par ici avant, au moins, tu as l'info. Il y a aussi pas mal de podcasts sur le sujet. Il y a des podcasts gratuits sur... comment ça s'appelle? Sur Audible, ouais. Il y a des podcasts gratuits sur Audible, sur les divinités grecques, des podcasts de très courte durée. Donc voilà. Mais si jamais tu es intéressé par le sujet, n'hésite pas non plus à repasser par ici parce que je prévois peut-être pas de faire tous les divinités grecques, mais les principales, si ça te plaît, je pense que je poursuivrai une série de vidéos sur cette thématique. Donc voilà, je te souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo et puis je te dis à très bientôt. Ciao ciao!